Bonjour à tous, bienvenue dans cette conférence sur l'avenir de l'aéronautique et du voyage, organisée par l'association Rallye Aérien Étudiants et en compagnie d'invités, on peut dire, de haut vol. Je vais commencer par vous présenter rapidement pour les spectateurs. D'abord, bonjour à Madame Amélie Lumeau, directrice du développement durable et des affaires publiques dans le groupe ADP, donc Aéroport de Paris. Donc bonsoir à vous. Bonsoir. Merci. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir parmi nous Monsieur Arnaud Violent, qui est cofondateur et directeur général de Safetyn, donc une entreprise qui cherche à améliorer la sécurité dans l'aviation. Donc bonsoir à vous aussi. Bonsoir, bonsoir à tous. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir Madame Elisabeth Monteiller, Regional Sales Manager chez SafetyLine, donc une entreprise qui conçoit des outils innovants pour optimiser l'aviation. Bonsoir à vous. Bonsoir à tous. Et enfin, Monsieur René Rohrbeck, qui est directeur de la chaire stratégique Innovation and Foresight de l'EDEC Business School. Bonsoir. Merci pour l'invitation et bonne soirée. Merci à tous d'avoir accepté cette invitation pour cette conférence. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir ce soir. Et puis, ça nous permet, ainsi qu'à tous les spectateurs sur YouTube, d'en apprendre plus sur ce secteur et de bénéficier de votre expérience. Notamment pour ce secteur, et puis plus particulièrement, puisque ça sera le noyau un peu de cette conférence, de la responsabilité sociétale des entreprises. Simplement, je vais prendre 30 petites secondes pour les spectateurs, puisqu'ils n'ont pas forcément l'habitude du secteur, pour essayer d'expliquer pourquoi on a décidé de faire cette conférence. Donc, le secteur de l'aéronautique, c'est quand même un secteur clé qui représente 3% du PIB et 27 milliards d'excédents chaque année budgétaire. Et c'est un secteur qui est particulièrement important pour la responsabilité sociétale des entreprises et les avancées dans l'écologie, puisque à ce titre-là, c'est le deuxième poste de dépenses dans les entreprises, en recherche et développement, avec 11% de ce budget. Donc voilà, c'est simplement pour permettre de baliser un petit peu ce secteur. Et maintenant que la présentation de la conférence et des intervenants est faite très rapidement, je vais juste rappeler quelques petits détails. Pour les spectateurs, déjà, à la fin de la conférence, il y aura une session de questions et réponses. Donc, vous pouvez poser toutes vos questions dans les commentaires YouTube et elles seront posées aux intervenants par notre billet. Et pour les intervenants, je précise, si jamais il y a des petits parasites quand un des intervenants parle, il faudrait couper les micros, mais sinon, ce n'est pas nécessaire. Et après ça, je vais quand même vous laisser la parole aux intervenants. Donc, je vais vous demander de vous présenter un petit peu plus en détail que ce que j'ai pu faire. Donc, vous, votre parcours, votre entreprise, selon ce qui vous semble le plus pertinent. Et je vais vous demander aussi de répondre à une petite question simplement. Quelle est votre vision finalement de la responsabilité sociétale des entreprises dans l'aéronautique en quelques mots? Simplement, quels sont les éléments importants? Donc, pour commencer, je vais vous laisser la parole. Madame Amélie Lumeau, si vous voulez bien commencer. Oui, avec plaisir, merci beaucoup. Amélie Lumeau, effectivement, directrice du développement durable et des affaires publiques pour le groupe ADP. Donc, je m'occupe de la politique environnementale, énergétique, de la relation avec les parties prenantes et puis de notre engagement sociétal et de notre engagement pour les territoires de proximité. Précédemment, j'étais au ministère des Finances à Bercy. Et donc, c'est vrai que je souhaitais pouvoir faire une différence dans l'économie réelle et je pense qu'en parlant de développement durable dans l'aéronautique, on est dans le cœur du sujet. Et donc la RSE, pour moi, c'est avant tout en fait intégrer à la stratégie de l'entreprise les attentes des parties prenantes, que ce soit des salariés, que ce soit des riverains quand on parle d'aéroport, ou des citoyens qui se préoccupent bien sûr de l'avenir de la planète ou de nous-mêmes. Voilà, et puis bien sûr établir avec l'ensemble de ces parties prenantes une relation de confiance fondée justement sur cette intégration de leurs attentes et de leurs préoccupations au plus haut de la stratégie de l'entreprise. Eh bien, merci pour ce partage. Donc, une vision très concrète, finalement, de ce qu'est la responsabilité sociétale des entreprises. Maintenant, je vais laisser la parole à un autre intervenant pour qu'il nous donne sa vision, peut-être en réaction avec celle-ci.
Monsieur Arnaud Violent, vous qui avez de l'expérience aussi dans le secteur, est-ce que vous pourriez peut-être vous présenter à votre tour? Avec plaisir, merci Emma. Donc Arnaud Violent, CEO, cofondateur de Safetyn, une startup qui s'est créée fin 2016, donc nous avons 4 ans maintenant, accéléré chez Airbus BizLab, accéléré au CERN, d'où je vous appelle aujourd'hui à côté de Genève, et Solar Impulse Fondation, du côté de Lausanne. Alors, notre sujet, nous, c'était au tout début la préservation des vies intelligentes dans les aéronefs, dans tout type d'aéronefs. Et on a commencé à prendre le sujet dans ce qu'on appelle aujourd'hui les taxis aériens, l'Urban Air Mobility. J'ai eu la chance de travailler chez Airbus, chez Honeywell, sur des sujets certes différents, mais aussi un petit peu sur ceci. D'ailleurs, aussi à Dubaï, sur la préparation de l'Expo universelle 2020, où il y aura des choses à voir en attendant de voir ceci. Et on est parti du prisme de la sécurité, c'est-à-dire la préservation de vie comme on l'a connu dans l'évolution de l'automobile. L'automobile dans les années 2020 n'est pas celle des années 70. Les gouvernements ont pris le sujet à bras-le-corps avec les constructeurs et avec les infrastructures et a abouti à, grosso modo, réduire les mortalités d'un facteur de 3, alors que le nombre de kilomètres parcourus était multiplié par 2. Et force est de constater que dans l'aviation générale, telle qu'on la connaît aujourd'hui, les hélicoptères, les planeurs, tout ce qui est avion léger, ne bénéficient pas de cette même amélioration des taux de mortalité. Et donc, on s'est dit qu'il était important de créer un écosystème pour comprendre ce qui se passait en termes d'incidents, un enregistrement des incidents. Et on a lancé la Safetyn Box au bout de 3 ans de travail, qui n'est pas qu'un enregistreur, qui certes enregistre des choses, mais qui permet aux pilotes de revivre leur vol, de le débriefer, de l'auto-débriefer pour eux-mêmes, de le débriefer avec des coachs, avec des instructeurs en vol, et donc d'améliorer leur conscience situationnelle des risques. Et quelque part, on pourrait parler de résilience. C'est un moment en cette période Covid où on en parle beaucoup. Et donc voilà, l'aventure commence comme ceci, dans la volonté de développer la conscience situationnelle et la proactivité des pilotes à véritablement pallier des problèmes de vol. D'accord. Donc une vision très technique et très humaine en même temps de la sécurité. Centré pilote, c'est ça, Emma. Merci beaucoup pour cette présentation. Madame Elisabeth Monteillet, est-ce que vous voulez continuer? Oui, bien sûr. Donc, Elisabeth Monteillet, moi, je suis Sales Manager chez Safetyline. Et donc, Safetyline, on est un petit peu dans la même problématique, à savoir aider donc, le secteur aéronautique à faire mieux que ce qu'il fait aujourd'hui et notamment à proposer des solutions digitales pour améliorer la sécurité et l'efficacité des vols. Et donc, pour ça, on va avoir différentes solutions. Donc, un outil de gestion des risques, un outil qui va permettre, en fait, à chaque fois, on part des données. Donc, pour la sécurité, on va partir des données de sécurité. Pour les compagnies aériennes, on va partir des données de vol. Et à partir de ces données de vol, on va appliquer donc, notre expertise à la fois aéronautique et de sciences des données pour permettre d'optimiser, donc, par exemple, la consommation carburant. On va permettre aux pilotes et aux équipes, en fait, en amont du vol, d'identifier les opportunités qu'ils vont avoir sur le vol, de réduire leur consommation. Et comme ça, ils vont pouvoir effectivement entrer dans une démarche plus proactive. Et on applique la même logique également pour les aéroports, où là, on part donc des données radar et pareil, on va permettre en fait aux décisionnaires et à toutes les parties prenantes en fait d'avoir la bonne information pour pouvoir prendre la bonne décision. Et donc, la RSE en aéronautique, donc vous en avez parlé, c'est vraiment une question qui aujourd'hui est primordiale, même vitale pour le secteur, d'autant plus qu'aujourd'hui, voilà, c'est très médiatisé, on en parle beaucoup, mais en fait, au quotidien, c'est vraiment une problématique qui est là depuis très longtemps et qui est très chère à tout acteur, en fait. Et elle est d'autant plus intéressante aujourd'hui qu'aujourd'hui, il y a énormément de choses qui sont possibles. Donc voilà, Safetyline est un exemple, mais ce que je trouve très intéressant sur la question de la RSE en aéronautique aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment des outils et des possibilités pour vraiment avoir des actions très concrètes sur le secteur et justement, comme disaient les différents intervenants, d'avoir un vrai impact sur ces questions-là. Voilà. Merci beaucoup. Donc, une approche très complémentaire finalement de celle de Safetyn, en tout cas, très concrète aussi. Et donc, pour finir, Monsieur Rohrbeck, est-ce que vous pourriez vous présenter aussi rapidement? Oui, alors je m'appelle René Rohrbeck, je suis professeur de stratégie à l'EDEC, où je gère aussi la chaire pour l'anticipation, l'innovation et la transformation.
Et d'origine, je suis de l'Allemagne et de l'Ouest. Alors pour moi, l'aéronautique, c'était vraiment lié avec la liberté, pouvoir sortir de ma petite île envahie, si on veut, dans l'Allemagne et de l'Est. Et pourquoi je suis ici, c'est peut-être parce qu'on a mené un projet de prospective avec 13 compagnies du secteur qui sont à la fois des airlines, mais aussi des aéroports et aussi des grandes intermédiaires comme IATA et Amadeus. Et effectivement, on est dans un temps où le secteur était bouleversé d'une façon extraordinaire, pas seulement pour le secteur de l'aviation, mais de tous les secteurs. On a publié un article où j'ai républié la chute du secteur de 60% qui est inédite avec tout ce qu'on a vu avant. Et effectivement, on est en train de s'adapter dans un nouveau normal. Et là, ce sera très intéressant de voir comment ça se déroule. Et notamment, on a aussi beaucoup de vues, disons, du citoyen qui dit, voilà, d'un côté, l'aviation, c'est encore pour moi la liberté, c'est le voyage, c'est la connexion avec le monde. Et d'un autre côté, on a ce flight shaming que moi j'ai aussi vécu beaucoup quand j'étais encore professeur au Danemark, ou en Scandinavie, c'est déjà quelque chose qui est très très présent. Bon. Ben, merci beaucoup pour cette présentation également. Donc finalement une vision encore globale finalement de l'aviation. Et justement, je vais profiter de cette vision globale pour vous demander, en premier lieu à vous, Monsieur Rohrbeck, finalement, est-ce que vous qui voyez un peu ce secteur de l'aéronautique et de l'aviation comme une manière d'être plus libre, de se déplacer, de voyager avant tout, est-ce que vous pensez que finalement, les conséquences négatives qui sont de plus en plus soulevées de l'activité de l'aéronautique peut finalement justifier, entre guillemets, qu'on puisse se focaliser sur ce secteur, particulièrement pour son impact écologique et d'autres raisons à cela. Comment peut-être vous voyez l'évolution de la médiatisation autour de ce sujet? Pas forcément, on est dans une question très très politique aussi, sociale, aussi de toute la société. Alors moi personnellement, je suis vraiment au milieu de tout ça moi-même. Alors moi, j'ai aussi vécu une vie professionnelle, une vie privée qui était beaucoup liée au voyage. Par contre, on a toujours aussi cette notion qu'on se demande qu'est-ce que je fais ici réellement. Je me souviens un petit épisode personnel quand j'étais pour un projet à Hong Kong où on attendait que le vol pouvait partir parce qu'il y avait des inondations et on ne pouvait pas partir. Alors, le pilote, il s'amusait à nous donner des informations supplémentaires sur le vol. Et une des informations, c'était qu'il disait, ouais, on est maintenant bien rempli avec carburant, c'est 220 000 litres de kérosine qu'on vient de mettre dans notre avion. Et voilà, alors si on est dans un avion comme ça, on fait un petit peu le calcul. Combien de litres de carburant est-ce que je suis en train d'utiliser moi-même? Alors, je pense que c'est ça que dans l'aviation, on ressent qu'en fait, on a des privilèges. On a des privilèges de voyager. On a aussi des privilèges en fonction de coût. On paye pour un litre de kérosine qu'un tiers d'un litre ce qu'on paye avec sa voiture. Et effectivement, on se demande, est-ce que ça s'est justifié? Et là, d'un point de vue économique, c'était toujours lié avec la croissance économique. Et surtout ça, c'était la raison pour la politique de dire, voilà, on va continuer à vous privilégier en fonction de taxation sur le carburant, par exemple. Oui, entre autres, oui. Mais oui, effectivement, c'est un sujet assez politique, mais c'est aussi finalement ce qui permet de créer des objectifs d'innovation comme celle, par exemple, de Safety Line. Et peut-être que vous avez un petit peu un certain aperçu des marges de manœuvre qui sont, vous les aviez un petit peu évoquées dans votre présentation, les marges de manœuvre qui sont de plus en plus importantes au fur et à mesure des innovations, de l'avancée technologique, etc. Peut-être que vous pouvez nous en dire un peu. Exactement. Donc, on vient de parler de la problématique, par exemple, du carburant,
qui donc effectivement est très médiatisé parce qu'on l'entend, effectivement, on a parlé du fly shaming, mais de toute façon, c'est une préoccupation des compagnies aériennes, étant donné que c'est l'un de leurs postes de coût les plus importants. Donc même au-delà de la politisation, de toute façon, c'est une préoccupation des compagnies aériennes qui est extrêmement forte. Et comme je le disais, effectivement, il y a des solutions aujourd'hui qui existent et ces solutions, en fait, vont dans le même sens même que Stéphine. C'est l'idée, en fait, de vraiment prendre conscience de tous les acteurs des différentes opportunités qu'ils peuvent avoir. Donc nous, par exemple, dans notre solution, c'est vraiment des recommandations plus ou moins simples. Donc, par exemple, on va indiquer aux pilotes le meilleur profil de montée. Et aujourd'hui, en fait, les systèmes embarqués des avions sont extrêmement sûrs. Hein, c'est très bien, c'est vraiment un domaine qui est très sûr, mais c'est des ordinateurs de bord, par exemple, qui datent des années 90, donc qui vont avoir des puissances de calcul relativement faibles. Et donc, nous, ce qu'on apporte, c'est justement la capacité de pouvoir avoir une puissance de calcul bien supérieure à ce que vous trouvez dans les avions. Donc, on va faire les calculs en amont. Et donc, en fait, quand le pilote va préparer son vol, il va avoir en fait le profil le plus optimisé pour sa montée, par exemple. Et la montée, c'est l'un des moments du vol où on consomme le plus, parce que vous vous doutez bien que pour propulser l'avion et justement avoir dans les basses couches, c'est là où on va le plus consommer. Donc, c'est l'une des recommandations. L'autre recommandation, un autre type de recommandation, par exemple, qu'on peut faire, c'est sur des raccourcis. Un pilote, il a un plan de vol déposé. C'est comme si, quand vous prenez votre GPS, Google, il vous donne un itinéraire que vous acceptez. Et parfois, au milieu de l'itinéraire, il vous dit, en fait, j'ai un autre itinéraire qui est peut-être un petit peu plus court et il faut que vous l'acceptiez. Et nous, on a une solution qui s'appelle OptiDirect, et c'est un petit peu le même principe. On va indiquer au pilote où est-ce qu'il a des raccourcis qu'il peut prendre, et on va lui indiquer combien de carburant et de temps il va pouvoir également économiser. Donc, c'est plein de petites choses comme ça qui permettent d'aider le pilote à vraiment avoir un impact direct. Et puis, il y a aussi dans la communication, il y a aussi énormément de communication des pilotes entre eux et puis des différentes équipes qui va être importante, mais aussi vis-à-vis des passagers. Par exemple, exactement l'exercice dont vient nous parler monsieur le professeur, on donne par exemple justement le calcul clé au pilote. Il peut effectivement annoncer aux passagers avant le vol, en considérant le nombre de passagers, parce que le nombre de passagers est inclus dans le plan de vol, donc c'est des informations que nous, on peut aller récupérer, et on peut communiquer au pilote la consommation réelle par passager en fonction du carburant du montant du carburant qu'il a choisi et du nombre de passagers. Donc, c'est aussi une communication auprès des passagers, des usagers, qui est possible grâce à ces différentes solutions. D'accord, par rapport à ces recommandations. Et c'est intéressant parce que vous avez souligné le fait que finalement, ce sont souvent les compagnies aériennes qui ont ce souci-là, donc vu que c'est un de leurs coûts principaux. Et finalement, la question, c'est aussi de savoir, finalement, est-ce que ces recommandations, on peut les appliquer, on peut en tirer parti, notamment quand on est une partie d'un plus grand groupe, donc je pense notamment au groupe ADP. Est-ce que vous, ce type de solution, vous pouvez les appliquer peut-être plus facilement, ou est-ce que ce ne sont pas les solutions que vous avez l'habitude d'avoir? Oui, on travaille d'ailleurs de manière étroite avec Safety Line. Donc, effectivement, ça fait partie, bien sûr, des pistes de solutions. Ce qui est important pour nous, c'est effectivement qu'on on est engagé dans cette transition pour répondre depuis quand même bien avant cette montée du sujet récente, notamment à partir de 2019. L'engagement principal du transport aérien, il date de 2016 sur d'abord la stabilisation des émissions à partir de 2020, puis ensuite la division par deux pour être aligné sur les engagements des accords de Paris. Et puis nous, groupe ADP, on avait pris un engagement de neutralité carbone en 2017. Donc tout ça est bien antérieur à cette situation de flight shame. Aujourd'hui, les actions, c'est une combinaison de mesures qui permet d'atteindre ces objectifs et même de viser maintenant la neutralité carbone pour l'ensemble du transport aérien, notamment en Europe pour 2050. Et cette combinaison de mesures, il y a des choses sur lesquelles nous, on est en responsabilité directe, aéroport, c'est notamment la partie infrastructure, mobilité au sol, etc. Et puis ensuite, il y a ce qui se fait à l'échelle du secteur. Et là-dessus, sur ce qui se fait à l'échelle du secteur, le volet opération qui a été extrêmement bien détaillé par Madame Monteiller, c'est un levier essentiel. Et puis à côté de ça, on a d'autres leviers qui sont essentiellement celui du renouvellement des flottes d'avions, donc qui est quand même un levier majeur pour faire baisser les émissions
sachant que dans le renouvellement des flottes, on peut arriver jusqu'à des ruptures technologiques qui restent à confirmer, mais qui sont très prometteuses pour avoir des avions à décarboner hydrogène pour le milieu de la décennie 2030. Et puis, on a le levier des carburants aéronautiques durables, qui doivent répondre à des critères très stricts de durabilité, mais qui sont bien aussi un des leviers essentiels pour baisser les émissions du transport aérien. Et c'est bien cette combinaison de mesures, à la fois ce qui peut être à la main des aéroports, ce qui se passe au sol, ce qui se passe sur les opérations en vol, et puis les leviers technologiques et le changement de l'énergie, et justement de ne plus mettre 200 000 litres de kérosène, mais de mettre 200 000 litres de carburant aéronautique durable dans le réservoir d'un avion, qui va faire la route vers le zéro émission nette pour l'aviation. Et donc, on est effectivement très engagé dans cette démarche. Bonjour à tous, je vais me permettre d'intervenir. Je fais partie aussi de RAE. Voilà, j'aide Emma à gérer les questions aux intervenants. Je vais revenir sur ce que Madame Numo et ce que Madame Monteiller ont dit tout de suite. Vous nous parlez de COP21, vous nous parlez d'accords climatiques, vous nous parlez d'économie de carburant pour les pilotes. Quels ont été d'abord les premiers moteurs pour engager cette transition écologique de l'aviation? Un moteur économique, un moteur politique et financier comme les accords du climat ou la COP21, ou alors un vrai moteur éthique de responsabilité et de prise de conscience de la part des entreprises. Si vous voulez, je peux commencer à répondre. Je pense que c'est vraiment une combinaison de tous ces facteurs. Et c'est pas propre à l'aéronautique, hein. Vous pouvez le retrouver vraiment dans énormément de différentes industries. Je pense que c'est vraiment une combinaison de facteurs. Le levier économique, j'en ai parlé, hein. Les compagnies aériennes n'ont pas attendu justement le fly-shaming ou justement les problématiques des aéroports. Mais quand vous prenez une stratégie d'un groupe, voilà, vous prenez ADP, vous prenez une compagnie aérienne, vous prenez des gros trucs ou même des plus petites structures, quand vous faites une stratégie, vous avez une combinaison de l'ensemble de ces facteurs. Et donc, je pense pas que cet engagement que vous pouvez retrouver même chez Air France, que vous pourrez retrouver, je donne ces exemples-là parce que vous pouvez les voir dans la presse, donc c'est peut-être plus concret, mais cet engagement, il n'est pas simplement coercitif parce que justement, ils se sont fait taper dessus sur des choses. Je pense que c'est vraiment un vrai engagement et donc que vous retrouvez dans l'aéronautique, mais que vous retrouvez en fait finalement dans toute l'économie. Et on va dire que la jeune génération a peut-être c'est peut-être plus va peut-être avoir une partie plus penchée sur justement la recherche éthique, mais c'est vraiment une préoccupation que vous avez depuis très longtemps dans le secteur. Et donc voilà, c'est pas simplement coercitif. Je pense que c'est vraiment un désir et finalement c'est vraiment la force des choses qui fait ça. Je pense que effectivement, hein, de toute façon, ça ne peut être qu'un mix de facteurs et l'ensemble, justement, le levier économique pousse dans le même sens que les autres facteurs. C'est ça qui est sans doute un accélérateur. Après, les acteurs du transport aérien, c'est aussi une diversité d'acteurs. Et quand on parle, par exemple, de l'Organisation de l'aviation civile internationale, qui est l'organisation qui a pris ces engagements, les États sont membres de cette organisation. Donc, par définition, une compagnie aérienne, un État n'a pas exactement les mêmes drivers, mais c'est bien la force de ce type d'instance de justement pouvoir pousser parce que les facteurs pris en compte sont aussi divers que les acteurs qui en sont membres. Et justement, ça c'est très intéressant de parler de cette façon parce qu'on avait une autre question qui était est-ce que les relations commerciales que vous pouvez avoir dans la chaîne voilà que vous formez commerciale et industrielle que vous formez dans vos relations professionnelles, est-ce que vous avez déjà reçu des demandes d'un partenaire concernant des questions RSE ou est-ce que certains partenaires, vous parliez de l'État, est-ce que certains partenaires vont exiger d'une relation commerciale d'avoir une éthique RSE et d'avoir une responsabilité sociétale et environnementale pour continuer un échange professionnel? Alors, je ne sais pas si la question là aussi s'adresse à moi, mais pour répondre rapidement, aujourd'hui, cette exigence environnementale, elle est partout dans les relations commerciales, hein, environnementales et RSE. Là, pour le coup, c'est très généralisé à l'ensemble de l'économie. D'abord parce qu'il y a aussi un certain nombre Enfin, c'est ce qui est attendu aujourd'hui d'une entreprise, hein. Vous savez qu'une entreprise a par ailleurs un devoir de vigilance, hein, sur le respect de l'environnement et des droits humains tout au long de sa chaîne de valeur. Nous, aujourd'hui, ADP, dans nos relations avec nos fournisseurs, dans nos achats, on a des exigences RSE extrêmement fortes et ça fait partie
partie de nos critères de notation, justement, quand on attribue des marchés. Donc aujourd'hui, je pense qu'aucune entreprise, quelle que soit sa taille ou quel que soit son type de relation, vous répondrait que ça n'est pas effectivement au cœur aujourd'hui de ses relations contractuelles avec ses fournisseurs et avec ses clients. Donc oui, la réponse sans hésiter est que bien sûr, nos clients attendent ça de nous. Nous, on a aussi effectivement cet impératif de verdissement pour répondre aux attentes des clients. Nos partenaires qui peuvent être l'État ou d'autres acteurs. Et puis bien sûr, les passagers qui sont des représentants de la société civile ont bien entendu cette attente. Et nous l'avons nous-mêmes vis-à-vis de nos fournisseurs et vis-à-vis de nos différents partenaires. Et c'est au contraire une exigence qu'on porte de plus en plus fort, effectivement. Merci beaucoup. Peut-être même question à Monsieur Violent, qui est peut-être plus proche du secteur industriel où vous avez parlé que vous travaillez chez Airbus, ou vous aviez travaillé chez Airbus, en tout cas en relation peut-être avant Safetyn. Plus ou moins même question, pareil, vous allez pouvoir confirmer, je pense, ou alors complètement contredire Madame Lumeau. Non, je ne contredirai pas Madame Lumeau, tout à fait en phase avec ça. Pour tout vous dire, donc depuis, on s'est beaucoup spécialisé sur tout ce qui est alors de petits aérodromes. On parlait d'aéroports, etc. Donc on analyse beaucoup plus ce qui se passe au niveau de l'aviation générale et la préparation de l'Urban Air Mobility, puisque vous savez qu'en 2024, il va y avoir un moment intéressant en France avec les Jeux Olympiques. Non, je pense que tous ces grandes préparations vont dans le même sens. Donc, je préfère réserver ma réponse à cette petite aviation, comme on l'appelle, et puis compléter tout à l'heure sur d'autres questions qui sont à venir, je crois savoir. Eh bien, éventuellement, on peut déjà commencer à répondre à ces questions, finalement. Ça rejoint un peu une question plus générale que je comptais vous poser, mais finalement, ce changement de mentalité qu'il y a eu dans tout le secteur aéronautique, et vous disiez aussi dans le secteur automobile, vous avez pu l'observer donc dans la sécurité de manière générale. Et Alors, parler de changement de mentalité, c'est un vaste sujet. Il y a des choses qui sont induites par des phénomènes. Ce que nous connaissons en Covid nous incite à davantage de résilience. Là, je parle en tant qu'humain. Le reptilien revient un tout petit peu sur le devant de la scène par rapport à notre cortex, par exemple, et nous incite d'ailleurs à ce que nous réfléchissions à ce qui se passe dans nos facteurs humains. Safetyn s'est spécialisé dans les facteurs humains appliqués, donc cette période est particulièrement importante et on a analysé de façon appliquée, parce qu'il y a énormément de centres de recherche qui travaillent sur des sujets depuis des années, notamment aussi les militaires. Je pense notamment au centre de recherche de l'École de l'air et de l'espace qui travaille énormément sur ces sujets. Il y a également le CEAM. Nous, ce qui nous importe dans le paradigme de la sécurité, c'est la responsabilité. Voilà, on a parlé de RSE, le R de responsabilité, déjà individuelle. Comment un pilote qui arrive dans son aéronef se sent en responsabilité de son aéronef, dans sa pratique à lui par rapport au fait de maîtriser son aéronef, de maîtriser ses risques et d'éviter de tomber dans l'écueil des crashs. Ça, c'est le premier des paradigmes sur lequel on s'est attaqué proactivement. Et en souhaitant donner la possibilité à un pilote d'objectiver son vol pour lui-même. On a la chance d'avoir des montres connectées qui incitent chaque joggeur à essayer de comprendre sa course et d'améliorer sa performance de course pour ceux qui veulent se destiner à des triathlons ou des Ironman. Le pilote d'aviation dispose de certaines applications sur des tablettes, etc., mais n'a pas la possibilité de revisiter son vol de façon holistique et de pouvoir le débriefer avec son instructeur en vol, qui d'ailleurs a été coaché sur des dimensions un peu psychopédagogiques pour l'aider à se poser les bonnes questions et à éviter de tomber dans des écueils à venir. Je vous parlais tout à l'heure de Solar Impulse, Bertrand Piccard, je crois, dans ce qu'il a prouvé de toutes les aventures qu'il a menées, dont Solar Impulse. Vous lirez d'ailleurs un livre très intéressant que je vous recommande, qui s'appelle « Changer d'altitude ». Il est psychiatre et indique à quel point chaque personne a évidemment sa zone de confort et qu'il y a quand même une différence entre les individus qui essayent de se confronter au risque de façon intelligente, incrémentale, pour s'améliorer et éviter de tomber dans les écueils d'accidents. C'est ce que font les pilotes de ligne et les pilotes de chasse chaque jour. Ils s'entraînent énormément au simulateur
à se confronter à des situations. Et force est de constater qu'en aéroclub, en école de pilotage sur du PPL, on a beaucoup moins ce genre de choses. D'ailleurs, si je peux me permettre cette parenthèse, on est vraiment ravis d'accompagner le rallye aérien étudiant parce que vous êtes de jeunes pilotes qui vous confrontez à des situations et d'une certaine façon, on l'espère, vous voulez rentrer dans cette feedback loop et on souhaite mettre à disposition des coachs. Safety a lancé en janvier un service Safety Coach où vous verrez 12 master coachs sur notre site qui vous aident déjà à poser un diagnostic sur vous-même en tant que pilote, en conscience du risque, approche du risque, gestion du risque, concrètement d'un point de vue personnalité et psychologie, et qui vont vous entraîner dans des simulateurs de vol, flight simulator, enfin, virtuel ou réel, et qui vont vous inciter ensuite à enregistrer vos performances de vol pour les débriefer. Donc, nous, on est vraiment focalisé sur cet aspect-là. Et donc, c'est une dynamique que l'on change, un changement de paradigme que l'on impulse, avec le temps qui va, avec la conduite du changement que cela induit. Voilà. Ça répond peu ou prou à la question. Oui, et répond totalement. Merci beaucoup de cette réponse. Donc, davantage, finalement, un changement de paradigme que encore un changement de mentalité, en tout cas. Alors, je vais peut-être enchaîner. On a plusieurs questions sur le chat YouTube. Alors, elles sont très intéressantes. Je vous pose la première question. Bonjour tout le monde. Comment envisager l'avenir sereinement en France dans l'aviation quand on sait que l'on n'a plus le soutien de façon générale des pouvoirs publics? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? Je ne sais pas qui veut prendre la parole absolument. Monsieur Rohrbeck, Monsieur Rohrbeck, vous aurez la parole. Il me faudrait juste la question encore une fois parce que je n'ai pas bien entendu. La question, et alors du coup, la question de ce chat-là, je pense, vous concerne peut-être un peu moins. La question concerne le manque de soutien de la part des pouvoirs publics pour le domaine de l'aviation. Est-ce que c'est un fait? Est-ce que je pense que du coup cette question-là, du coup, vous êtes peut-être un peu moins destiné. Mais pour un des trois autres intervenants, si vous êtes d'accord avec ce constat-là. Je pense que il n'y a pas de soutien de principe des pouvoirs publics pour quoi que ce soit. Le transport aérien, c'est un secteur économique. C'est un secteur économique qui doit répondre justement aux exigences sociétales. Hein, et aujourd'hui, accélérer l'ambition climatique et faire comprendre et faire de la pédagogie sur ces efforts-là, ça fait partie des exigences sociétales. Et le gouvernement, c'est aussi un interlocuteur exigeant, nécessairement. Et aujourd'hui, le gouvernement, il a des attentes également en termes de transition. Je pense que le gouvernement français aujourd'hui a bien démontré que son pari pour la sortie de crise, c'est le pari de la croissance verte, c'est-à-dire d'essayer de concilier transition environnementale et développement. Et aujourd'hui, il a des exigences envers le transport aérien sur cette réponse à cette exigence de croissance verte. Pour autant, les pouvoirs publics participent bien aussi à cet effort global, dans le sens que les pouvoirs publics, par exemple, font partie des financeurs de la recherche aéronautique et on a des investissements forts des pouvoirs publics, notamment sur le développement de l'avion zéro CO2 et de l'avion hydrogène. Et ça fait partie des axes, là aussi, de transformation de l'aérien sur lesquels le gouvernement est pleinement aux côtés du secteur. Donc c'est un interlocuteur exigeant, mais qui participe de l'effort global. Et bien sûr, les acteurs du transport aérien se doivent de répondre à cet effort hein, par des réponses à la hauteur et qui permettent d'atteindre la cible qu'on souhaite se fixer collectivement. Merci beaucoup. Je partage ce que vous exprimez, Amélie Lumeau. Je pense que il faut bien se rendre compte que l'année 2020 a été un tsunami. D'aucuns, quand nous présentions notre business plan à nos actionnaires pour préparer l'année 2020, on était censé faire tous les shows aériens, aller faire le tour de France de tous les aéroclubs, etc. Qui eût pu prévoir dans tous les scénarios compliqués de quelle manière le secteur aérien allait être impacté par cette crise. Je pense que le gouvernement et puis tous les pouvoirs publics ont toujours mis l'aéronautique en France comme étant un des axes majeurs. Je dirais la FFA est quand même la deuxième fédération aéronautique au monde, après les États-Unis, après l'AOPA. Il y a une excellence de la formation des pilotes, hein, qui est reconnue d'ailleurs dans le monde entier.
il s'avère que nous sommes aussi français, il y a un génie français qui vient analyser les choses. Les Américains seront peut-être davantage dans la prise de décision rapide et puis éventuellement on recalibre et on modifie. Je pense qu'il y a des gens qui réfléchissent à des plans de sortie de crise et des façons de faire. La mise en place, elle n'est pas toujours aussi rapide que d'aucuns pourraient l'espérer, mais après, ça appelle aussi à la responsabilité individuelle et on voit d'ailleurs dans les aéroclubs, dans les écoles de pilotage, des prises d'initiatives qui sont en conformité avec les réglementations et qui essayent d'aller plus loin et d'être de force de proposition. Donc, je pense que quelque part, il ne faut pas toujours tout attendre ou trop attendre, je dirais, des gouvernements. Et pour avoir été un start-upper accéléré dans différents endroits, beaucoup de start-up attendent de l'accélération, je dirais, des miracles. Il faut savoir ce que l'accélérateur peut amener, il faut savoir ce que le gouvernement ou l'État peut faire. Il faut aussi se prendre en main en responsabilité. Voilà, c'est un mix des deux, je pense. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ça me permet d'ailleurs de poser la question aussi, finalement, si on comprend bien vos différentes réponses, on se rend compte que la RSE, c'est un peu à la fois une condition du soutien de l'État. Ça fait aussi, du coup, le cœur de l'activité aéronautique du fait de cette importance aux yeux de l'État. Et finalement, est-ce que vous avez évoqué, Monsieur Arnaud Violent, cette réglementation qui pouvait vous aider ou vous pousser à faire une certaine transition. Est-ce que parfois, ça vous oblige aussi à devoir prioriser la RSE face à d'autres choses? Est-ce que ça vous oblige à faire un choix dans ce sens-là ou est-ce qu'il y a d'autres contraintes financières ou des contraintes réglementaires, peut-être légales, qui parfois vous empêchent d'aller presque plus loin que ce que vous voudriez faire dans la RSE. Donc, je vous pose la question à vous, Monsieur Violent, parce que vous venez d'évoquer la réglementation, mais de manière générale. On ne voit pas les réglementations comme des contraintes. En fait, la spécification et le développement de nos solutions est tellement ancré et centré pilote. En fait, nous sommes une start-up qui avons travaillé dans la co-création. On a fait ce qu'on appelle les safety labs. C'est-à-dire qu'on est allé les voir individuellement les uns après les autres en leur disant qu'est-ce que vous voudriez qu'on mette dans notre box pour vous aider, hein, voilà. Donc, on part des besoins intrinsèques. Un certain Simon Sinek, que vous étudiez peut-être à l'EDEC ou dans d'autres écoles de commerce qui nous écoutent ou ailleurs, il dit pas, c'est pas le quoi qui est important, le what, c'est le why, le sens du sujet. Donc, nous, de dire, on veut vous aider, vous, pilotes, à essayer de réduire vos prises de risque, on va dire, inconsidérées. Comment on peut vous aider à cela? Vous êtes dans votre cockpit, vous êtes fait des frayeurs, comment on peut vous aider à cela? À partir du moment où on prend le sujet de cette façon-là, c'est-à-dire en essayant de comprendre le besoin du pilote tel qu'il nous l'exprime, et voire même en essayant d'aller voir le besoin qu'il ne nous exprime pas forcément, mais qui répond de façon intrinsèque à son besoin à lui et aux besoins de plusieurs pilotes, d'une certaine façon, on ne peut pas être contre les réglementations. Les réglementations sont là, pas pour réglementer et pour diligenter, elles sont là pour essayer d'aider à améliorer l'existant. Sur la sécurité, par exemple, l'idée de se dire, et ça a été écrit dans un plan, par exemple, de l'EASA récemment, très bien ficelé d'ailleurs, obligation, ce n'est même pas la question d'obligation, mais la possibilité d'avoir un enregistreur. Alors, soit on le voit comme étant un mouchard, et puis on n'a pas compris ce que peut permettre un enregistreur de vol dans son utilisation et dans la façon dont on peut l'utiliser pour devenir meilleur pilote. Donc, soit on se cantonne à une interprétation qui est purement réglementaire, soit on se dit ces personnes qui ont, par exemple, essayé de mettre en place cette possibilité que d'utiliser cet outil-là, eh bien, c'est pour un besoin. À nous, en tant qu'industriels et en lien avec les utilisateurs, de faire en sorte qu'ils soient bien utilisés. C'est voilà, un exemple. Donc, la réglementation n'est pas... elle est intéressante, mais nous, on essaye de prendre le sujet encore beaucoup plus en amont et de par les besoins d'utilisateurs. Voilà. Et a priori, c'est cohérent pour l'instant. Donc, tant que c'est cohérent, ça se passe bien. Si je peux me permettre sur cette question de réglementation, juste pour compléter, ce qui est vrai et dans la question, enfin, comme toutes vos questions, hein, très juste, c'est que la réglementation est primordiale en aéronautique. Donc effectivement, on peut pas faire sans et c'est ni souhaitable, c'est ni rien parce qu'effectivement, comme Monsieur vient de le préciser, il faut les réglementations sont là pour soutenir et vont dans un certain sens de l'activité, permettent justement en fait finalement
sont source aussi de beaucoup d'innovation et d'amélioration des activités. Si par exemple on revient sur l'aéroportuaire, il y a voilà, une nouvelle réglementation qui est le test de piste. Il faut que un aéroport puisse donner un état de piste très concret. Et donc, cette réglementation, elle amène justement, elle va dans le sens effectivement d'augmenter la sécurité, d'augmenter l'efficacité effectivement de la plateforme aéroportuaire, etc. Et donc, cette réglementation, elle va dans le sens des opérations. Elle a été d'ailleurs, les institutions internationales et régionales aéronautiques sont en lien direct avec les opérations. Il y a c'est vraiment des organisations, il y a un côté terrain extrêmement fort. Et donc, après, il y a la réglementation qui est écrite et comment est-ce qu'on va pouvoir la traduire de manière concrète. Et donc, cet exemple de l'état de piste que je viens de donner, elle amène en fait justement aux aéroports à aller chercher de nouveaux partenaires, à aller chercher des nouvelles solutions. Et effectivement, nous, par exemple, on accompagne effectivement ADP sur cette problématique-là parce que l'idée, c'est justement d'avoir une réponse pratique à ces réglementations. Donc, finalement, la réglementation, elle va plutôt aider le secteur, d'autant plus qu'en aéronautique, c'est quelque chose de primordial parce que la sécurité est l'objectif numéro 1 de tout acteur. D'accord. Merci beaucoup pour vos réponses. Et du coup, peut-être une question qui découle de ces réponses et que je vais vous poser, Monsieur Orbeck. Peut-être que vous avez une vision avec un peu plus de recul sur l'ensemble de la situation. Est-ce que, selon vous, et je pose la question à tous les intervenants si vous avez des remarques à faire sur cette question, mais est-ce que vous pensez que la réglementation continuera dans le futur finalement, et peut-être de plus en plus, probablement de plus en plus, à être source d'innovation telle que celle dont vous vous occupez, Madame Monteiller, dans votre entreprise ou Monsieur Violand, avec Safety et Safety Line? Est-ce que vous pensez que finalement, stratégiquement, le fait de voir arriver de plus en plus de réglementations de ce type-là va permettre peut-être une accélération beaucoup plus importante des progrès dans le secteur aéronautique? C'est-à-dire, comme vous dites, si on regarde un petit peu les différents secteurs et comment la réglementation influence l'innovation et la capacité d'innover, on a bien vu dans le monde de l'automobile, par exemple, que la pression qui est mise par l'Union européenne sur la réglementation des émissions a quand même créé une forte nécessité à innover, qui a notamment aussi aidé les entreprises à être compétitif au niveau global. C'est-à-dire, là, certainement, on va avoir un effet positif. Après, c'est aussi la question comment on s'organise à travers la chaîne de la valeur. Parce que si on parle de fuel synthétique, de fuel hydrogène, etc., il faut mettre en place aussi un plan, comment on va développer la capacité des avions, oui, mais aussi la capacité des aéroports, la capacité de production, la capacité de transférer les nouveaux carburants, l'hydrogène, etc. Et ça, on voit dans beaucoup de chaînes de valeur que l'influence d'un État, l'influence des réglementations peut être positive. On voit aussi les faillites. Alors, moi, j'ai travaillé pas mal aussi dans le secteur maritime où on a déjà plusieurs ports ou des engins dans l'environnement maritime qui ont besoin d'utiliser l'hydrogène. Après, on s'attendait d'implanter ça avec de l'hydrogène vert, c'est-à-dire renouvelable. Mais souvent, c'est en fait pas le cas. Alors, c'est en fait encore du hydrogène gris. Et comme ça, on n'arrive pas encore à avoir le bon levier en main. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment réfléchir en fonction des secteurs, comment on peut arriver à, après aussi, alimenter, par exemple, les avions avec du hydrogène vert. J'en profite, vous répondez vous répondez à beaucoup de questions qui ont été posées dans le chat sans qu'on vous les ayez posées avant. Et en fait, on va continuer du coup sur ce terrain-là de l'hydrogène vert. Il y a un internaute qui demande si la transition vers l'aviation verte au niveau de l'hydrogène et peut-être des autres carburants passera forcément par des investissements publics massifs comme on le voit dans d'autres domaines de la transition écologique.
Il y a des investissements massifs pour la transition écologique. Il en faudra, oui, dans le secteur du transport aérien. Il est clair qu'il faudra des investissements massifs. Ces investissements, ils sont consentis, enfin, ils seront consentis nécessairement par l'ensemble des acteurs. Ce n'est pas nécessairement de l'investissement public. En tout cas, c'est majoritairement de l'investissement des acteurs privés. C'est pour ça que c'est justement un enjeu si fort aujourd'hui pour les acteurs privés de réussir à investir pour cette transition et donc à faire redémarrer aussi l'activité et assurer la reprise du transport aérien à l'issue de la crise pour pouvoir retrouver la capacité d'investissement qui va permettre la transition. Nous, aéroports, on a des investissements à faire à la fois sur nos infrastructures, sur nos bâtiments, sur l'approvisionnement en électricité sur le côté piste et sur, bien sûr, les infrastructures, notamment de stockage, distribution de l'hydrogène, là aussi, côté piste et côté ville, puisqu'on a aussi toute la flotte de véhicules mobiles ou de véhicules, d'ailleurs, de passagers ou de salariés qui peuvent être amenés à évoluer vers soit de l'électricité, du GNL ou voire de l'hydrogène. Et puis pour les compagnies aériennes, des investissements bien sûr sur des nouveaux avions, des investissements pour l'achat de carburant aéronautique durable, et puis pour éventuellement là aussi des avions de rupture qui peuvent être encore d'une nature un petit peu différente. Et puis les constructeurs aujourd'hui, c'est eux qui supportent aussi une partie des investissements avec l'aide de l'État là aussi, mais sur cette recherche-innovation pour développer des avions plus sobres, parce qu'on peut aussi faire des avions de plus en plus légers et optimisés dans leur structure, tout en restant sur des carburants traditionnels, sachant que les carburants aéronautiques durables sont totalement miscibles avec les carburants traditionnels. Donc, en fait, c'est la même chose, c'est le même avion pouvant recevoir les deux, ou pour faire des nouveaux avions, complètement différents, pour le coup, pour être à propulsion hydrogène. Donc, des investissements, il y en a sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de la part de l'ensemble des acteurs du transport aérien. C'est un très gros défi, surtout en période de crise, et c'est notamment ce qui inquiète aussi pour les prochaines années, mais ça c'est au sommet des priorités et c'est évidemment un enjeu essentiel dont chacun a compris l'importance aujourd'hui. Et bien sûr, l'État est un acteur de cet investissement, comme on se l'est déjà dit, sur le volet recherche aéronautique, qui est le champ en fait, sur lequel l'État investit. Voilà, c'est une réponse qui est très précise et très complète d'Amélie Lumeau. Bravo. Je vais changer de casquette pour avoir été consultant chez Airbus pendant quelques années, notamment lors de la bataille de l'A350 contre le 787. Il y avait des enjeux majeurs, évidemment, d'avionneurs, mais effectivement de changement de paradigme. Alors, pas aussi radical en termes technologiques que la transition de kérosène à l'hydrogène, mais n'empêche que je dirais qu'il y a aussi un enjeu de course, puisque vous voyez que les Chinois sont évidemment en train de rattraper technologiquement les avions, on va les appeler d'ancienne génération. Et donc, il est important que ce soit sur les matériaux légers, que ce soit aussi sur les systèmes de pilotage. Vous avez peut-être entendu parler du SPO, le Single Pilot Operation, et effectivement, ces propulsions alternatives, ces modes de puissance hydrogène ou autres, sont vraiment des enjeux essentiels pour les avionneurs, alors européens, français, européens, tels qu'on les évoque, mais pour tous. Donc, il y a une vraie course qui s'engage sur cette décennie, qui va être assez fabuleuse à suivre. Et qui reposeront de nouveau des questions de sécurité, des questions d'adaptation, d'infrastructure, et voilà, et c'est ce qui correspond à l'évolution normale d'un secteur peut-être en bonne santé. Vous l'avez dit, Victor, et si on regarde d'ailleurs l'évolution par génération d'avions commerciaux, prenons l'A320 qui, d'une certaine façon, a permis de passer de trois pilotes, enfin 2 pilotes, un mécanicien à un pilote et un copilote. Au fur et à mesure de l'évolution des générations, le degré d'automatisation s'est accru. Attention à la course, ou en tout cas à la course technologique qui consiste à accélérer les développements et peut-être à faire une forme d'impasse sur la chaîne centrée humain, que ce soit chaîne holistique, que ce soit sur la formation, sur le design déjà, les tests et la formation. L'écueil qu'il y a pu avoir sur le 737 MAX doit être pour tous et dans l'ensemble de la filière un vrai sujet de préoccupation sur justement ces interfaces homme-machine. Safety, d'une certaine façon, veut se positionner au centre de ces sujets-là.
Eh bien, finalement, vous avez déjà répondu à la dernière question que je comptais poser avant la phase de questions-réponses, donc qui va suivre avec Victor Hirtz. Je vais quand même poser du coup la question aux deux intervenants qui ne se sont pas prononcés un petit peu sur cette question-là. Mais quel est finalement l'avenir que vous pouvez imaginer pour le secteur aéronautique? Est-ce que vous pensez qu'il puisse rester quand même soutenable sur le long terme? Est-ce que vous pensez qu'il va recevoir tout le soutien qu'il peut espérer? Et qu'est-ce que vous espérez finalement pour ce secteur qui est quand même un secteur fort intéressant? Peut-être vous pouvez peut-être commencer, Madame Elisabeth Monteiller. Écoutez, je pense qu'on est tous sur ce secteur parce qu'on le voit encore et toujours comme un secteur d'avenir et j'en suis convaincue. C'est d'autant plus un secteur d'avenir parce que justement, on voit certaines limites aujourd'hui et donc dès qu'on voit une limite, eh ben, on trouve des solutions et d'autres horizons. On vient d'en évoquer plusieurs, que ce soit sur le green fuel, que ce soit sur les avions plus disruptifs qu'on peut trouver. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement sur le futur de ce marché, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire mieux avec moins. Parce que en fait, toutes ces ruptures technologiques, elles vont arriver, mais elles vont arriver, on va dire, pour moi, quand même sur un horizon moyen terme, pas forcément long terme, mais en tout cas moyen terme. Et même avant la crise, il y avait quand même la question de comment est-ce qu'on répond à la demande. Alors aujourd'hui, la demande, c'est bien limité, donc ça pose une autre problématique, mais qui est la même, à savoir, on va avoir un parc, par exemple, un parc d'avions. Même si on a des nouveaux avions qui vont arriver sur le marché, on a quand même un parc d'avions existant extrêmement important. Et donc, il faut réussir, même avec ces avions-là, à limiter la consommation, à optimiser ces vols-là. Sur les plateformes aéroportuaires, c'est pareil. Il y avait une grosse course à qui aura le plus grand nombre de pistes, etc. Et même avant le Covid, on s'était rendu compte que ça demande quand même des investissements massifs. Et donc, potentiellement, on pourrait voir comment est-ce qu'on peut mieux exploiter en fait les plateformes actuelles. Et aujourd'hui, avec la crise du Covid, c'est des préoccupations qui sont encore plus d'actualité parce que finalement, des investissements ne pourront pas forcément être réalisés et il faut en fait adapter réellement à la demande. Et donc, moi, c'est sur l'avenir du secteur, c'est vraiment ces problématiques-là qui m'intéressent. Comment est-ce qu'on fait mieux avec moins et l'une des réponses, effectivement, j'en suis convaincue et c'est pour ça que j'ai décidé d'aller chez Safetyline, c'est que je pense que les données sont une clé sur le secteur aéronautique. Et je pense que pour le coup, c'est aussi tout un pan du secteur qui se développe énormément. On le voit avec donc les très gros acteurs comme Airbus qui développent des plateformes comme Skywise ou alors des acteurs un peu plus agiles, on va dire, comme Safetyline. Et je pense que c'est un pan du marché qui est extrêmement intéressant à suivre et qui est déjà en expansion depuis plusieurs années et qui va continuer sur les prochaines. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et Monsieur Rohrbeck, peut-être une dernière chose à ajouter avant de passer aux questions-réponses? Ouais, pour moi c'est surtout de prendre en vue plutôt le moyen à long terme. Je pense maintenant il faut se projeter sur le 2050 si on prend en vue comment on va arriver à la neutralité en carbone, etc. Après, c'est vrai que dans le moyen terme, il y a aussi encore une bataille qui va se dérouler entre ceux qui disent, voilà, on a une décroissance forte du voyage d'affaires qui pourrait s'installer. Et est-ce qu'on peut continuer à alimenter un réseau très, très large avec le tourisme qui revient beaucoup plus vite? Comment est-ce qu'on va redémarrer les grands hubs comme Paris et autres, pour en fait rester compétitif aussi en fonction de prix, etc. Et là, la solution va être surtout sur le niveau multilatéral. Il va falloir qu'on se mette d'accord au niveau européen et aussi globalement plus de coopération qu'on le voit en ce moment. Parce que sinon, c'est ce qu'on appelle race to the bottom line. Il y a toujours quelqu'un qui va encore reculer dans la pression sur l'environnemental, etc. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, le futur du secteur, finalement, se joue beaucoup autour d'une meilleure allocation des ressources et d'une entente plus globale.
Sur ces derniers mots, donc, je vais laisser Victor Hirtz gérer les questions-réponses pour la dernière partie de la conférence. Et je vous remercie en tout cas pour votre participation à cette conférence encore une fois. On a plus ou moins commencé, on a déjà répondu en partie à pas mal de questions du chat. On va continuer, on va revenir un tout petit peu en arrière par rapport à ce qu'on a pu voir depuis le début de cette conférence. Je vous pose une question, Madame Montelier nous parlait, vous disiez que les enjeux RSE étaient étudiés depuis déjà très longtemps. Alors je vais peut-être reposer la question à Monsieur Orbeck et Madame Montelier. Depuis combien de temps, Monsieur Orbeck, en sachant que vous avez étudié ce sujet-là et que vous avez parlé de projets de prospective sur plusieurs entreprises à propos de RSE, depuis quand le RSE est-il vraiment devenu un sujet qui est un sujet abordé dans les réunions, un sujet dont les entreprises ont pris conscience vraiment? Alors, à mon avis, c'est certainement déjà depuis un très long moment. Après, c'est aussi la pression réelle qui avait une grande croissance dans les dernières années, ou pas seulement avec l'opinion publique qui s'exprime peut-être aussi dans les Fridays for the Future, dans tous ces mouvements comme ça, mais aussi, disons, à travers les prises de décision, comme dans l'État français, en disant s'il y a du nouveau argent dans le secteur, on va quand même vous obliger de faire moins de court terme trajets. Et je pense le secteur, il est très conscient de son rôle aussi dans l'amélioration de l'environnement. Après, c'est aussi un secteur qui a apporté beaucoup de croissance économique au monde en développement, et ça, il ne faut aussi pas oublier. Il y a un grand rôle aussi à jouer à éduquer le monde d'une façon plus égalitaire. Il y a aussi un rôle à jouer pour les travailleurs qui voyagent dans d'autres pays pour y travailler. Nous, notamment à l'EDEC, on a aussi beaucoup d'étudiants qui viennent de partout dans le monde, qui vont soit vivre en France, soit dans un autre pays, qui retournent, qui alimentent aussi les réseaux locaux qu'ils ont dans leur économie de où ils viennent. Et tout ça, ça s'appuie quand même sur le secteur aéronautique. Alors, c'est aussi un secteur qui a apporté beaucoup de richesses à beaucoup de parties dans le monde. Merci. Si quelqu'un veut ajouter quelque chose? Oui, étant donné, vous m'avez mentionné, Oui, je pense qu'on peut revenir également sur les propos de Madame Lumeau, au début de la présentation, à savoir qu'effectivement, c'est des problématiques qui sont quand même là depuis plusieurs années, avec des actions depuis plusieurs années. Et puis, si vous regardez, par exemple, le comportement d'une compagnie aérienne, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des fuel dashboards, donc le suivi de la consommation carburant, où vous avez des solutions extrêmement matures sur le marché, qui sont là depuis vraiment plusieurs années. Si vous prenez par exemple l'exemple de Safetyline, nous, on a commencé le produit, même d'une manière opérationnelle, en 2015. Et c'était déjà avant une problématique ça a commencé avec les tableaux Excel, et les fuel dashboards étaient là même avant nous. Donc voilà, on est quand même alors on n'est pas sur du 30 ans, même si il y avait déjà des problématiques RSE qui étaient autres, mais en tout cas les problématiques RSE qu'on entend aujourd'hui, si vous l'entendez comme très tournée environnementale, c'est des problématiques qui sont là depuis quand même 10 ans, avec des choses très pratiques. Et dernièrement, effectivement, on en a plus entendu parler, donc on peut peut-être penser que c'est plus récent, parce qu'on entend souvent les 2% d'émissions qui sont amenées comme existants, mais en tout cas, c'est des problématiques et au-delà des problématiques, des actions qui sont menées depuis très nombreuses années. Alors justement, c'est très intéressant. Alors juste pour revenir un tout petit peu, c'était globalement le secteur de l'industrie n'a pas attendu le réveil écologique de la population pour déjà mettre en place des mesures. Il y a déjà peut-être moins d'une dizaine, en tout cas à partir d'il y a d'une dizaine d'années, les problématiques étaient déjà amenées sans forcément avoir le sursaut écologique de la population tel qu'on peut le connaître aujourd'hui. C'est globalement ce que vous dites. Mais vous parlez des 2% ou 4% d'émissions. Il y a une question dans le chat qui parle ici des 2% et 4% d'émissions. Je vais juste la retrouver très vite.
l'aviation devrait être un outil pour la croissance. Or, tout est fait pour entraver celle-ci. On a un peu l'impression d'être en bouc émissaire. Or, l'aviation contribue pour 2 à 4% seulement des émissions. Et je crois que c'était dans son introduction que M. Rohrbeck parlait de fly shaming à propos des émissions justement de l'aviation. Quoi répondre voilà, à un paradoxe, enfin, un faux pas, enfin, je sais pas comment vous le prenez en tant que paradoxe ou non. Et effectivement, est-ce qu'il y a une différence entre ce qu'on va reprocher au secteur de l'aviation et sa vraie responsabilité dans les émissions de gaz à effet de serre, par exemple, entre autres. Je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier. Je veux priver personne. Juste pour dire un mot rapide, moi je sais pas s'il faut forcément se poser la question de est-ce que c'est équilibré, est-ce que c'est pas équilibré. Aujourd'hui, on entend une préoccupation. Notre responsabilité d'acteur, c'est d'y répondre. Ensuite, effectivement, le secteur du transport aérien a une place dans le changement climatique qui est peut-être surévalué aujourd'hui, en tout cas médiatiquement. Mais ce qu'on entend et cette préoccupation et ce mouvement, il reflète une attente de la société civile que le secteur aérien apporte des réponses et s'engage peut-être de manière peut-être plus visible, en tout cas sur cette transition. Donc pour moi, de mon côté, en tout cas, c'est difficile de poser une question de légitimité ou pas d'une préoccupation qui est réelle et à laquelle aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est qu'on soit sur la réponse concrète, pratique et démontrable des efforts qui sont faits par le secteur. Moi, je pourrais vous donner encore une réponse très scandinavique, parce que comme j'ai vécu pour quand même 8 ans en Scandinavie, c'est-à-dire, après, c'est aussi beaucoup lié au choix personnel. Alors, si moi, par exemple, j'habitais au Danemark, c'est quand même une longue partie de l'année très, très sombre. Alors, ça peut être logique de prendre l'idée de faire des vacances en Thaïlande ou Sri Lanka ou quelque part où c'est beaucoup mieux. Par contre, après, on va quand même consommer à peu près la quantité de carburant je pourrais économiser à travers de 2 années de faire du vélo et pas prendre la voiture pour le travail, juste pour un voyage au Thaïlande. Alors, c'est lié aussi à les relations qu'on voit aujourd'hui pas, parce qu'on n'a pas de prix dessus. C'est-à-dire aujourd'hui, comme on le disait, c'est à peu près un tiers seulement de ce que moi je paye pour le carburant dans l'avion, si je le compare avec le carburant que j'ai dans ma voiture. Alors ça me donne une difficulté à faire ce choix personnel. Est-ce que je veux investir ça? Est-ce que je veux mettre ce charbon dans l'air? Et effectivement, là, on va avoir certainement un débat au niveau politique, sachant qu'il y a aussi beaucoup d'effets très, très positifs qu'on pourrait aussi contraindre si on augmente, par exemple, la taxe sur les carburants. Notamment aussi nos étudiants qui pourraient peut-être plus nous joindre avec un prix normal qu'ils connaissent aujourd'hui. Pardon, très bien, merci beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un veut encore intervenir à ce sujet. On va essayer de conclure cette conférence, à moins que quelqu'un veuille absolument ajouter quelque chose de capital qui manque vraiment dans la discussion. On va vous remercier beaucoup d'être venu ce soir, d'avoir été présent pour nous ce soir à cette conférence. Voilà, un grand merci aux internautes qui nous regardent, un grand merci à l'EDEC qui nous a permis d'organiser cette conférence, qui nous a encouragés, qui nous a aidés à organiser tout ça. Encore infiniment merci aux intervenants pour vos interventions, pour votre retour d'expérience, pour vos idées et vos envies qui vont, je pense, plus, en tout cas vu le visionnage sur YouTube et les questions posées, ça a l'air d'avoir plu aux étudiants qui ont regardé. Encore merci, je vais laisser Emma vous toucher un petit dernier mot. Voilà, merci beaucoup. Merci, j'en profite pour vous remercier aussi de votre participation, forcément, vous remercier encore. Puis c'était très intéressant, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous et d'avoir votre expérience pendant cette conférence. Et
Et comme l'a dit déjà Victor, je pense que ça a beaucoup plu aussi aux internautes qui regardent derrière leur écran. Voilà. Je me permets de remercier aussi les organisateurs. Merci à vous. Ouais. J'ajouterais juste une chose. L'une de vos missions, c'est de démocratiser l'aéronautique. Je crois l'avoir vu sur votre site web. Je crois que déjà en organisant cette conférence, vous l'avez fait. Et nous, on soutient tous ceux qui veulent démocratiser l'aéronautique et la pratiquer en déplaçant les frontières, notamment les jeunes. Donc, merci d'avoir également montré que vous saviez mobiliser des interlocuteurs de haut vol pour aborder ces sujets qui ne sont pas toujours très simples, mais qui nécessitent qu'on s'y confronte. Et merci de nous l'avoir fait de belle manière. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde.